Le 7 octobre dernier, la semaine dernière, 3 physiciens ont remporté le prix Nobel pour avoir prouvé quelque chose qui semblait complètement fou. Tenez-vous bien, ils ont démontré que des milliards d'électrons peuvent traverser un mur sans jamais y entrer. Cela n'a rien à voir avec de la magie ou du charlatanisme. C'est de la physique quantique pure et dure, mais à une échelle que vous pourriez littéralement tenir dans votre main. Messieurs, dames, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'impact de cette découverte, qui a valu le prix Nobel, sur votre futur smartphone. Et pour couronner le tout, c'est Michel Devoré, un physicien français qui est dans le coup. John Clark, 83 ans, physicien britannique, il se réveille le 7 octobre à Berkeley, en Californie. Il est 2 h du matin et son téléphone sonne. C'est un appel entrant de Stockholm, et plus précisément le comité Nobel au bout du fil. De l'autre côté du pays, à Yale, Michel Devoré, un Français de 72 ans, ouvre aussi les yeux à 7 h du matin. Il découvre alors que sa fille essaie de le joindre frénétiquement. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Et quand il comprend enfin ce qu'il se passe, il est abasourdi. Il dira même plus tard dans une interview, je cite, « Depuis 4 jours, j'ai l'impression de vivre dans un univers parallèle. » Fin de citation. Il y a de quoi, hein. Et au passage, notez le joli jeu de mots avec univers parallèle. Mais ça, on va y venir au long de la vidéo. En fait, ces deux hommes-là, avec leur collègue américain John Martinis, viennent de recevoir la plus haute distinction scientifique au monde, à savoir le prix Nobel de physique, pour leurs expériences menées il y a 40 ans. 40 ans pendant lesquels leur découverte a littéralement changé notre monde sans que personne ne s'en rende vraiment compte. Mais revenons en arrière très rapidement en 30 secondes. En 1985, dans un laboratoire de Berkeley, 3 chercheurs s'attaquent à un problème qui obsède les physiciens du monde entier depuis des décennies. Vous le savez sans doute, mais le monde quantique, celui des atomes, des particules, il obéit à des règles complètement différentes de notre réalité quotidienne. Et dans ce monde microscopique-là, les particules peuvent faire des choses qui nous paraissent absurdes. Par exemple, il y a un état dans lequel ils peuvent être à 2 endroits en même temps. Elles peuvent même s'influencer instantanément à distance. Et surtout, elles peuvent traverser des barrières infranchissables. C'est ce que l'on appelle l'effet tunnel quantique. Alors, c'est vraiment ce phénomène-là qui emballe le plus les étudiants de licence, de master, mais pas que, hein, le grand public aussi. D'ailleurs, Michel Devoré l'explique avec une analogie frappante lors de cette même interview récente qu'il a donnée après avoir reçu ce prix. Si vous enfermez une particule quantique en prison, elle va pouvoir creuser un tunnel pour se libérer. C'est en quelque sorte une loi de liberté fondamentale de l'univers, qui empêche de confiner complètement une particule. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Pendant des décennies, tout le monde pensait que ces bizarreries quantiques-là étaient réservées au monde microscopique. D'ailleurs, je me souviens, comme si c'était hier, de mon prof de physique quantique qui nous le répétait chaque jour en arrivant en cours, pour pas qu'on se fasse des idées en quelque sorte. Les électrons, les photons et les atomes, rien de plus gros. Le monde macroscopique, notre monde à nous, celui que l'on voit partout, celui des objets que l'on peut toucher et voir, c'est-à-dire les objets de notre taille, obéissaient aux lois classiques de la physique. Point final. Mais est-ce vraiment le cas? Et alors bien sûr, vous vous en doutez, Clark, Devoré et Martinis, eux, n'étaient pas d'accord avec le consensus scientifique. Ils se sont dit qu'il devait y avoir un moyen de faire monter ces effets quantiques à une échelle plus grande. Et ils ont eu une idée brillante. Ils ont utilisé ce qu'on appelle une jonction Josephson, qui est un dispositif assez simple en apparence. Vous prenez 2 fils supraconducteurs séparés par une barrière isolante extrêmement fine. Dans des conditions normales, les électrons ne devraient jamais pouvoir traverser cette barrière. C'est comme un mur de béton pour eux. Mais dans un supraconducteur refroidi à des températures proches du zéro absolu, eh bien les électrons se comportent différemment. Ils vont d'abord s'associer par paires, c'est ce qu'on appelle des paires de Cooper, et se déplacent tous ensemble comme une seule et unique onde quantique. Des milliards d'électrons synchronisés bougeant à l'unisson. L'équipe a alors construit une expérience d'une précision démoniaque. Ils ont refroidi leur jonction à quelques millièmes de degrés au-dessus du zéro absolu. Des températures plus froides que l'espace interstellaire. En plus de ça, ils ont blindé le dispositif contre toute interférence magnétique et ils ont commencé à faire passer un courant électrique à travers. Bien sûr, au début, tout se comportait normalement. Le courant passait sans résistance, comme prévu dans un supraconducteur d'ailleurs. Mais à un certain seuil critique, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Et une tension est soudainement apparue. Un spike, comme on dit en anglais, un pic, qui apparaît sur leur instrument. Et ce spike-là leur a dit quelque chose d'incroyable. Cette onde quantique collective, représentant des milliards d'électrons, venait de tunneliser à travers la barrière. Tous ensemble, comme un seul objet quantique macroscopique. Alors maintenant, la clé pour comprendre pourquoi est-ce que ça c'est révolutionnaire, c'est de réaliser que ce n'est pas juste quelques électrons individuels qui sont passés à travers. Non,
C'était toute la fonction d'onde collective. Un objet très gros qui se comporte selon les règles folles du monde quantique. Pour vous donner une idée, ils ont démontré que ces propriétés quantiques fonctionnaient dans un circuit électrique que l'on pourrait tenir dans la main. On venait de faire entrer la mécanique quantique dans notre quotidien à tous. Et ils ont prouvé que c'était vraiment un phénomène quantique et non pas juste un artefact classique. Parce que c'est la vraie question que tout le monde se posait à l'époque. Personnellement, je pense que ça ouvre beaucoup d'interrogations. Eh bien, ils ont fait varier la température. À des températures plus élevées, si c'était un processus thermique classique, le taux de tunneling aurait dû changer avec la température. Mais le système, il tunnelisait à travers la barrière, même quand il n'y avait pratiquement plus d'énergie thermique disponible. Mais maintenant, une question importante. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on en parle seulement maintenant alors que ces expériences datent de 1985 ? C'est une excellente question. La réponse dit quelque chose de profond sur la science fondamentale. Quand Clark, Devoret et Martinis ont fait leurs expériences, ils ne cherchaient pas à inventer l'ordinateur quantique ou à révolutionner la technologie. Ils voulaient juste savoir si c'était possible ou pas. Est-ce que les lois de la physique quantique s'appliquaient aussi aux gros objets ? C'était de la curiosité pure. Ils testaient les limites de notre compréhension de l'univers sans nécessairement comprendre où ça mènerait. Et c'est là que ça devient fascinant parce que 40 ans plus tard, leur découverte est devenue la pierre angulaire d'une révolution technologique en cours. Oui, c'est là que tout change. Les jonctions Josephson qu'ils ont utilisées sont maintenant les briques de base des ordinateurs quantiques. Ceux que construisent IBM, Google et pratiquement tous les géants de la tech. D'ailleurs, à ce propos, fin septembre dernier, donc il y a à peine 2 semaines, IBM a fait une démonstration spectaculaire. Ils ont mis leur ordinateur quantique au service de la grande banque HSBC, que vous connaissez tous sans doute, pour prédire l'évolution des bons du trésor. Le résultat, c'est qu'ils ont obtenu des prédictions 34% plus précises que la méthode classique. Et non pas parce que l'ordinateur quantique était plus rapide, mais parce qu'il a identifié des motifs cachés dans des millions de données que les ordinateurs classiques ne pouvaient tout simplement pas voir. Et ça, ce n'est que le début. L'ONU a déclaré 2025 comme l'année internationale de sciences et quantique. Ce n'est pas pour rien. C'est que les avancées s'enchaînent à un rythme vertigineux en ce moment. En mars dernier, la Chine a également dévoilé son prototype Zukonji 3 avec 105 qubits, capable donc de traiter des calculs plus de 1000 milliards de fois plus vite que le supercalculateur le plus puissant du monde. Google travaille également sur sa puce Willow qu'on a déjà présentée ici, et espère avoir un ordinateur quantique commercial d'ici 5 ans. Nous avions également couvert Microsoft qui avait annoncé une percée majeure avec Majorana One, bien que certains experts restent un peu sceptiques. Nous n'avons plus eu trop d'infos à part l'annonce officielle, donc nous attendons de voir. Et IBM, de leur côté, vise 2029 pour lancer le premier ordinateur quantique accessible au grand public. Alors, toute cette course à l'ordinateur quantique n'existerait tout simplement pas sans les travaux de ces 3 génies, donc Clark, Devoret et Martinis. Leur découverte de l'effet tunnel macroscopique dont on a parlé a ouvert un champ de possibilités entier. Elle a montré que oui, on peut manipuler des états quantiques à une échelle où on peut vraiment les contrôler et les utiliser. Sans ça, tous ces ordinateurs quantiques dont on entend parler seraient encore de la pure science-fiction. Mais si vous ne saisissez pas encore l'ampleur du truc, sachez que l'impact va au-delà des ordinateurs. Pensez par exemple à l'imagerie médicale. Reconstruire une image IRM ou scanner à partir de millions de points de données est un cauchemar computationnel. Les ordinateurs quantiques pourraient révolutionner ça, permettant aux médecins de voir des détails qui sont actuellement invisibles, tout simplement. Ou alors la découverte de médicaments, simuler des interactions moléculaires, c'est ce sur quoi planche une grande majorité de physiciens aujourd'hui. Des simulations qui simulent l'interaction moléculaire. Et bien un ordinateur quantique pourrait faire ça en quelques heures. Ou encore la cryptographie. Vous savez, les systèmes de sécurité qui protègent vos données bancaires actuellement, et qui pourraient devenir obsolètes du jour au lendemain quand les ordinateurs quantiques seront assez puissants. C'est d'ailleurs pour ça que des entreprises comme Thales ou Hipasat travaillent déjà sur la distribution quantique de clés de chiffrement par satellite. Oui, vous avez vu, c'est un terme assez technique qu'aiment bien utiliser les chercheurs, mais tout simplement pour dire qu'ils sont en train de travailler sur des nouvelles clés de chiffrement par la quantique. Alors, si vous voulez mon avis, ce qui rend ce prix Nobel particulièrement spécial, c'est qu'il récompense exactement le genre de science qui devrait être encouragée aujourd'hui, à savoir une recherche fondamentale motivée par la curiosité pure, et donc sans objectif commercial immédiat. Croyez-moi, c'est pas le cas de la science aujourd'hui. Alors je suis content de voir la politique et les jugements personnels reculer un petit peu dans le domaine qui ne devrait pas en avoir. Clark lui-même l'a dit après l'annonce, il n'aurait jamais pensé que ses recherches lui vaudraient un Nobel. Avec ses collègues, il cherchait juste à comprendre comment l'univers fonctionne. Et c'est précisément ce genre de recherche qui finit par changer le monde, vous l'avez vu. Parce que sans comprendre les principes fondamentaux, on ne peut pas construire les technologies du futur, forcément. D'ailleurs, Michel Devoret, dans ses interviews récentes, insiste sur un point crucial.
La mission d'un lauréat de Nobel, dit-il, c'est de parler de science et de la défendre. De montrer aux jeunes que la science est vivante, qu'elle n'est pas inscrite dans le marbre et qu'elle peut être remise en question. Dans tous les cas, dans les années 30, Schrödinger parlait de son fameux chat, vous avez tous entendu parler de ça. Son but c'était de montrer à quel point la mécanique quantique semblait absurde quand on l'appliquait au monde macroscopique. Un chat qui serait à la fois mort et vivant. C'était censé être une démonstration par l'absurde des limites de la théorie. Sauf que, 60 ans plus tard, ils ont montré que non, ce n'est pas de l'absurde, ce n'est pas absurde. Les effets quantiques existent bel et bien à l'échelle macroscopique. Peut-être pas pour les chats, mais certainement pour les circuits électriques. Et ça, déjà, juste ça change tout. Et maintenant, en 2025, on vit dans un monde où cette découverte est devenue concrète. Votre smartphone fonctionne grâce à des transistors qui, eux, exploitent l'effet tunnel quantique. Les puces informatiques sont maintenant si miniaturisées que l'effet tunnel est devenu un problème. Oui, Nvidia se casse la tête pour arriver à faire des puces encore plus petites, mais il se heurte au monde quantique. Les électrons sautent d'un circuit à l'autre même quand on ne veut pas. En fait, les ingénieurs doivent constamment inventer de nouvelles solutions pour contrôler ces effets quantiques indésirables. Tout ça parce que nous avons compris que le quantum fonctionne à notre échelle. D'ailleurs, le timing de ce Nobel est aussi symbolique. On célèbre cette année le centenaire de la mécanique quantique. Il y a 100 ans, des génies comme Heisenberg, Schrödinger et Dirac posaient les bases mathématiques de cette théorie étrange. Ils décrivaient un monde où les particules n'ont pas de position définie avant qu'on ne les observe, où deux particules peuvent être intriquées et donc s'influencer instantanément plus vite que la lumière, où tout est probabilité et superposition. À l'époque, c'était de la physique théorique pure. Aujourd'hui, c'est la base de technologies qui valent des milliards, vous le voyez. Bien, messieurs, dames, alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui en 2025 ? Ça signifie que l'on se trouve à un tournant historique. Les technologies quantiques ne sont plus de la science-fiction, elles arrivent et elles vont transformer pratiquement tous les secteurs. Ça a déjà commencé d'ailleurs. En plus, l'intelligence artificielle va être boostée par des ordinateurs quantiques capables de créer des volumes de données astronomiques. La sécurité informatique va devoir être complètement réinventée elle aussi. La recherche médicale va exploser, les prévisions financières, comme on l'a vu avec HSBC aujourd'hui, vont devenir beaucoup plus précises. Vous savez, Clark, Devoré et Martinis ont attendu 40 ans. 40 ans pendant lesquels d'autres chercheurs ont pris leur découverte et l'ont transformé petit à petit en quelque chose d'utilisable. Je le répète, mais c'est comme ça que la science progresse vraiment. Pas par des eureka soudains qui changent le monde du jour au lendemain, mais par une accumulation lente et patiente des connaissances, chacune construisant sur la précédente. Même si ça, on ne vous le dit jamais clairement. Alors, voici la vraie question que vous devez vous poser maintenant. Dans un monde où la technologie quantique devient réalité, où l'intelligence artificielle s'appuie de plus en plus sur des architectures quantiques, et on va le voir de plus en plus, où les emplois de demain exigeront une compréhension de ces concepts, êtes-vous prêts ? Si vous sentez que vous devez prendre ces technologies émergentes, si vous réalisez que l'IA et la quantique vont redéfinir les règles du jeu professionnel, mais surtout si vous voulez être du bon côté de cette révolution plutôt que d'être laissé derrière, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.